Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour les informations sur Esaü TV. Voici le sommaire. Évariste Agli, directeur général de l'Office béninois de recherche géologique et minière au BRGM, est relevé de ses fonctions. C'est ce qu'il faut retenir de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres, au cours de laquelle plusieurs projets de décret ont été adoptés. 40 jours après le dimanche de Pâques, jour de la résurrection, et 10 jours avant la Pentecôte, l'Église catholique célèbre l'élévation du Christ ce jeudi. La communication gouvernementale sous le régime Talon suscite beaucoup de polémiques au Bénin. La normocommunication semble déplaire. Nous y reviendrons dans ce journal. Qui est un poule dans la poulailler? Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Petit ordu comme ça? Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez! Allez! L'État nous les construit à travers le porade. Je les protège. Qui les protège et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier, mercredi 24 mai 2017, sous la présidence effective du président Patrice Talon. À l'issue de ce conseil, on peut retenir un projet de décret portant création, composition et attribution et fonctionnement de l'unité spéciale d'orientation et du comité de suivi et d'appui à l'exécution des mesures d'assainissement et de réhabilitation des lacs Aimé, Nokoué et de la lagune de Porte-Novo, qui permettra d'engager des actions à court, moyen et long terme pour l'accroissement de la production halieutique et le développement de la filière crevette. Au cours de ce conclave gouvernemental, des mesures urgentes ont été prises pour le démarrage effectif des travaux de la deuxième phase du projet de protection de la côte est de Cotonou, et ceci à travers l'autorisation de la mise en place d'un comité interministériel de négociation et de dédommagement des personnes affectées par le projet. Outre cela, un décret portant nomination de Bernadette Adandé en qualité de commissaire-priseur à Abomey-Calavi, et pour finir, au titre des mesures individuelles, Évariste Agli, directeur général de l'Office béninois de recherche géologique et minière au BRGM, est relevé de ses fonctions. Selon la tradition chrétienne, l'Ascension est la montée de Jésus-Christ au ciel. 40 jours après la Pâque, les chrétiens commémorent ainsi cette date qui est à la fois un rappel du départ de Christ vers le Père, mais aussi l'espérance extraordinaire qu'il prépare une place à tous ses enfants. Je vous invite à la découverte de l'origine de l'Ascension à travers cet élément. L'Ascension est une fête qui chaque année a lieu 40 jours après la résurrection du Christ. Elle commémore sa montée vers le ciel. Le terme ascension provient du latin ascendere, qui signifie littéralement monter, s'élever, et désigne le fait pour Jésus de s'élever vers le ciel après avoir parlé aux apôtres une dernière fois. Cet événement symbolise à la fois la fin du séjour terrestre du Christ, mais aussi à savoir son entrée au ciel à la droite de Dieu. Ainsi, il fait entrer l'humanité dans la nouvelle alliance et fait de la résurrection la promesse faite à tous les croyants. Le jeudi de l'Ascension est aussi marqué par une messe que donne le prêtre. L'Ascension est donc un moment charnière dans le Nouveau Testament car il marque la fin des évangiles et le début de la prédication des apôtres, dont Luc et Marc. C'est en cela qu'il constitue un moment clé de la vie chrétienne et une fête importante qui vient clore la période qui suit la Pâque. Selon l'évangile de Luc, Jésus est emporté au ciel après sa résurrection. Mais avant sa montée au ciel, on annonce à Noël la bonne nouvelle de l'avènement de Jésus. À Pâques, on annonce la bonne nouvelle de sa résurrection. Et à la Pentecôte, on annonce la bonne nouvelle de l'avènement du Saint-Esprit. Le jour de l'Ascension, c'est l'adieu de Jésus qui se sépare de ses disciples.
La communication gouvernementale se définit comme l'échange d'informations entre les institutions de l'État et le public. Il s'agit d'une opération fondamentale dans la gestion de l'espace public à travers l'utilisation de divers moyens, dont le discours politique, les différents canaux gouvernementaux et autres. Ceci pour diffuser l'information et établir le contact avec les citoyens. Le style gouvernemental, le style communicationnel varie d'un président à un autre, suivant Orden Aladatin, Gidas Agoncan et Valentin Djenonté, tous députés à l'Assemblée nationale. Ils apprécient à leur façon la communication gouvernementale sous le régime Talon. Vous savez, nous sommes dans un pays, chacun fait sa lecture. Et pour le moment, on se réfère aux 10 ans du régime Yahi, le régime auquel j'ai participé. C'est vrai, à des niveaux donnés, on peut constater qu'effectivement, il y a une certaine amélioration. Mais s'il faut prendre de façon globale, je dis non, il y a eu un recul notoire. Pendant ce moment, comme l'a dit mon ami Odette, il dit qu'il y a eu quand même un peu d'amélioration par rapport à la presse publique, il faut être honnête de le souligner. Par contre, au niveau de la presse privée, Canal 3, Golf, c'est bien ouvert aux amis. Si peut-être lui n'avait pas le droit, il y a son patron qui avait le droit. Il y avait les Alcrets, tout ça là, qui, je ne veux pas qualifier ça, mais c'est incroyable. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons constaté que le gouvernement est plus fin que nous. Il y a bel et bien une main mise sur la presse. Ouais, lorsque nous parlons des contrats, tout à l'heure, ça disait qu'on n'a pas signé les contrats, on n'a pas mis tout ça là. Mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, ce qu'il a dit, c'est très pertinent. Nous sommes dans un pays où ce sont les petites entreprises qui font la promotion même de notre économie. Mais curieusement, il s'est fait que, à l'avènement, c'est vrai, c'est une politique gouvernementale. Je n'ai pas à dicter au gouvernement la politique à tenir en matière de communication. Parce que nous étions dans une normocommunication. Et là, on dit, on suspend les contrats. On a suspendu les contrats, mais dans le même temps, on a sélectionné un certain nombre d'organes qui sont très bien payés. Et peut-être ce que mon ami ne sait pas, on leur dit très bien ce qu'il faut dire. On leur dit très bien ce qu'il faut faire. Contrat de toute forme. Vous avez un ministère. Le ministère a un contrat avec vous. La direction a un contrat avec vous. Les sociétés du ministère ont un contrat avec vous. C'est devenu une manne. Ça conditionne. C'est vrai que ça permet les conditions de travail, ça améliore ce qu'on peut appeler vulgairement la poche des promoteurs de presse. Mais est-ce que ça n'a pas déteint sur la qualité de l'information contradictoire qu'on devrait réussir dans la logique d'une démocratie réelle? Tout vous est interdit. Tout est verrouillé, vous ne pouvez rien du tout. Si vous êtes avocat, vous ne pouvez pas avoir un contrat public. Si vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez aucun marché public. Si vous êtes. Dans ce contexte-là, ça devient une menace à la démocratie. Qui est pas des personnes capables de financer ceux qui sont porteurs d'eau et qui peuvent porter la contradiction. Donc quand on parle de Patrice Talon de façon donc aussi légère, il faut toucher du doigt ce rôle-là qui a été un rôle utile à l'enracinement de la démocratie. C'est pour ça que nous, dans le projet que moi j'ai participé à porter, nous avons dit qu'il faut prévoir un financement public des partis politiques. Sinon, ceux qui sont proches du pouvoir en tout, et c'est ça qui arrive au Cameroun là, que les 10 ans derniers, des personnes avaient des contrats, ils sortent de magazines qui ne sont pas du tout publiés. On va donner les 10 exemplaires donc, dans le ministère, et puis c'est fini, les contrats sont là, les références sont là, et tout le monde le sait. Il fallait arrêter avec tout cela. On ne peut pas continuer donc dans cette flopée. Ce n'est pas possible. Les lanceurs d'alerte au Bénin désertent de plus en plus les forums. C'est du moins le constat qu'a fait par la structure Afrobaromètre au Bénin qui est dirigée par l'Institut de recherche empirique en économie politique IREP. Une insatisfaction générale que déplore ici Léonard Ouantchekon, directeur de l'IREP. Les mesures administratives positives ou négatives. Plusieurs de nos lanceurs d'alerte, on leur a proposé l'Eldorado, ils ont déserté le forum. C'est aussi des principes. On peut vous faire aussi de la pression administrative négative en mettant des restrictions à l'agrément de certaines institutions, de certaines ONG, en mettant des restrictions à l'accès à l'information.
C'est une violation des principes de facilitation et d'encouragement du travail des défenseurs des droits humains. Mais plus subtil, il y a les principes d'harcèlement, d'intimidation ou de surveillance à travers les réseaux sociaux. Combien d'entre nous, combien d'entre vous ne faites pas objet d'insultes, d'introduction sur vos pages, d'arnaques, de je ne sais pas quoi, tout ce que vous vivez. Par ce mécanisme de plus en plus étendu de restriction, on nous contraint à l'autocensure. C'est pour ça qu'au Bénin, on peut dire, on ne voit pas vraiment le défenseur des droits humains menacé, mais c'est faux. C'est faux parce qu'il y a un climat diffus de pression sur vous, sur les membres de votre famille, et vous êtes obligé parfois de vous autocensurer. Cela profite aux gouvernants qui ont le champ libre pour pouvoir faire leur travail. Ils réduisent donc l'espace civique et donc les libertés publiques. L'exercice des droits de cortège de manifestation peuvent être utilisés selon le bon vouloir du prince qui décide aujourd'hui que c'est trouble à l'ordre public, selon que ça l'arrange, et qui décide demain de faire autrement. Alors que l'article 25 de la Constitution, depuis 27 ans, nous a donné les prérogatives de pouvoir prendre une loi pour pouvoir y aller. Pour réduire les accidents sur les routes, l'ONG Attention Sécurité pour tous, en partenariat avec l'Infosec, a organisé un séminaire de formation hier à Porte-Novo. L'objectif est de sensibiliser les confessions religieuses sur leur implication dans le développement de la sécurité routière au Bénin. Suivez respectivement le directeur général de l'Infosec et le président de l'ONG Attention Sécurité pour tous à cet effet. Face aux enjeux de la sécurité en général, et de la sécurité routière en particulier, comprises comme l'ensemble des mesures visant à assurer la sécurité des usagers de la route, une prise de conscience s'impose si tant est que l'on veut limiter les accidents de la circulation et assurer le bien-être de la population. La présente formation est organisée à votre intention dans un contexte national marqué par la recrudescence des accidents de circulation qui ne cessent de créer au quotidien d'énormes préjudices économiques et moraux à notre pays. Chaque jour, nous assistons impuissants sur nos routes à la perte de nos proches, de nos parents et de nos alliés. Les accidents de route constituent vraisemblablement un obstacle majeur aux différents efforts synergiques que nous consentons pour l'amélioration de nos conditions de vie, au point où vous conviendrez avec moi que l'insécurité routière est devenue un mal endémique qui nous frappe tous de façon brutale et soudaine. Cette situation ne saurait continuer de nous laisser indifférents, étant donné que la construction de notre État-nation exige que ses fils et filles soient tous vivants et valides. C'est pourquoi nous avons tous un rôle important à jouer afin que les accidents de route cessent d'être appréhendés comme une fatalité. Chaque jour que Dieu fait, il y a 800 tués sur nos routes, ce qui fait que chaque année, il y a 3 crashs d'avions dans notre pays. Soit l'accident de la route ravage un quartier de ville ou un village chaque année. Avec ce chiffre, je crois que nous ne pouvons pas rester ensemble. Aujourd'hui, il s'agit de comment faire pour changer le mauvais comportement de l'usager de la route. Et par votre biais, nous n'allons pas trop discourir et que vive la sécurité routière au Bénin, vive l'Infosec, vive le Centre national de sécurité routière, vive les responsables des confessions religieuses, vive l'ONG Attention Sécurité pour tous. Je vous remercie.
Depuis quelques années et malgré l'évolution du monde, le savoir-faire des artisans matelassiers trouve encore un bon écho. Au Bénin, ils sont présents dans tous les coins et recoins des grandes villes. Zoom sur ce vieux métier qui nourrit plusieurs familles. Ils sont visibles dans toutes les villes du Bénin. Les matelassiers spécialisés dans la confection de fauteuils de tout genre sont installés dans les coins et recoins de Cotonou. La matelasserie, bon, au fait, c'est un boulot qui n'est pas mal, qui est riche. Bon, au fait, il y a au moins deux choses de matelasserie. Il y a menuisier, matelassier, il y a matelassier simplement. Mais moi, je fais tous les deux ensemble. Ainsi, on distingue deux types de matelassiers ayant leur domaine d'intervention propre à chacun. Menuisier et matelassier, ça signifie que quand tu commandes des meubles, tu es en charge de tout, des cadres pour bourrer tout. Mais côté matelassier simple, bon, on te amène les revêtements, de changer les trucs, de changer au moins un peu des trucs. Les matelassiers sont pour la plupart du temps recourus pour la réparation des sacs d'école et les sacs de voyage défectueux. Ils se chargent de les rendre plus solides à travers des coutures et le changement des fermetures éclairs endommagées. Outre cela, les selles de moto sont réaménagées à travers une réhabilitation et un renforcement pour un usage de résistance. Bon, il y a aussi les sièges de la voiture aussi, on repasse ça aussi. Les tapis aussi, bon, même les bâches aussi, un peu de matelassier. Trouver les commandes, bon, mais moi aussi, je fais mes expositions un peu. Mais les commandes, bon, ça n'arrive pas trop comme ça, mais expositions là, bon, quand même, ça va un peu quand même. À en croire les artisans praticiens de ce métier, cette activité permet de subvenir aux 5 besoins fondamentaux de l'homme. Je suis matelassier, je suis apprenti matelassier. Bon, à travers du matelassier, avant là, ça marche, mais maintenant, ça ne va comme ça, mais on est en train de faire ça. Aujourd'hui, vous voyez qu'il n'est pas apprenti, mais maintenant, comment dirais, on invite les gens de venir faire matelasserie parce que demain, maintenant, il n'y aura plus des apprentis. Encore maintenant, tu vois, il y a les, comment dire, importer un peu partout maintenant, mais il y a les gens qui disent, va acheter, importer là-bas, mais même si on achète un petit sagat là, tu vas aller chez Matelassier pour réparer ça. Non? Cette exposition est d'une valeur estimée à 150 000 francs CFA environ. Les matelassiers contribuent également au bien-vivre des populations béninoises à travers leurs œuvres qui, selon la valeur, donnent un aspect attractif aux appartements et aux bureaux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens du monde entier.